Chers internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bienvenue, ou surtout, on vous souhaite la bienvenue sur votre émission ADN et particulièrement sur votre émission Le Format du Web. Le Format du Web revient avec un invité, avec ses deux rubriques, à savoir questions directes et face caméra. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la situation économique d'un continent. Alors, dire la situation économique d'un continent, c'est dire aussi, il faut le dire peut-être, que la situation de ce continent n'est pas, on va dire, pareil, il y a des disparités, mais il n'empêche, on va essayer de faire une analyse, on va dire, générale de ce continent. Alors, comme on disait, avec une croissance économique relativement forte et une abondance de matières premières, le continent africain peine à se faire une place au niveau, on va dire, du commerce international. Pour analyser cette situation, on va dire, un peu paradoxale, nous avons le plaisir d'accueillir un docteur en droit international économique. Docteur Faye, bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Docteur Faye, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'être tout récemment docteur en droit international économique. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, docteur Faye, comment se fait-il que le continent africain qui détient, comme je le disais tantôt, 3/4 des matières premières ne décolle pas au niveau des échanges internationaux? Alors, je dois dire que c'est assez paradoxal, d'autant plus que au lendemain des indépendances, en 1960, l'Afrique avait 14% de part du commerce mondial. Et en 2013, l'Afrique s'est retrouvée avec 4%. Et là, en 2018, peut-être avec moins de 2%. C'est assez paradoxal, d'autant plus que l'Afrique a entretenu des relations commerciales avec un certain nombre de puissances commerciales majeures, en l'occurrence l'Union européenne. L'Afrique a bénéficié d'un certain nombre de politiques d'aide en matière économique, mais malheureusement, et c'est ça qui est assez paradoxal, l'Afrique ne développe pas son commerce international. Alors, il y a plusieurs facteurs qui pourraient peut-être expliquer le phénomène économiquement parlant, mais je dois dire que la situation n'est pas très reluisante actuellement. Bien, la situation n'est pas très reluisante et en vue de corriger son retard, certains dirigeants africains, comme vous l'avez même rappelé, entretiennent depuis plusieurs décennies de relations, on va dire, commerciales avec l'Union européenne. Quelle appréciation en faites-vous? Alors, l'appréciation, elle est assez contrastée. Bon, peut-être j'aurais pu faire une analyse économique, mais je préférerais peut-être me limiter à une analyse plutôt juridique. Moi, c'est mon domaine de spécialité. Et vous me permettrez peut-être de remonter un peu l'histoire. Parce qu'au lendemain donc, des indépendances, dans le contexte de la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial, que les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays ACP ont commencé, l'Afrique inclus dans ce groupe ACP, ont commencé à se développer. Un certain nombre d'accords ont été conclus, l'accord de Yaoundé, les accords de Yaoundé, ensuite les accords de Lomé et récemment l'accord de Cotonou. Alors, la mise en place de ce nouvel ordre économique mondial, qui devait être différent de l'ancien ordre qui mettait aux prises des pays développés essentiellement, et cet ordre était bâti autour du principe d'égalité. Alors le nouvel ordre mondial qui est né après les indépendances devait quant à lui intégrer les pays en développement et donc ne reposait plus évidemment sur l'égalité, comment dire, sur le principe de non-discrimination. Il fallait tout simplement, comment dire, pour asseoir une certaine égalité entre des pays qui avaient un niveau de développement assez différent, il fallait faire une entorse au principe de non-discrimination. C'est dans ce cadre que des initiatives ont été prises dans le cadre de la CNUSET, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, où les pays en développement, les pays africains et d'autres de la même catégorie demandaient un traitement traitement différencié, ce que le docteur Abdourahmane Diouf appelle le droit à la différence pour les États africains. Ce qui sera fait, le traité de Rome de 1957 contenait un article qui portait sur le maintien du nécessaire lien de solidarité entre les anciennes puissances coloniales et les pays et territoires d'outre-mer. Et c'est dans ce cadre donc, que la France a été à l'initiative de l'inclusion de cette clause-là dans le cadre du traité de Rome.
Et donc, c'est dans ce cadre-là que les accords de Yaoundé, de Cotonou, etc., comment dire, de Lomé ont vu le jour. Et ces accords étaient discriminatoires. C'était des accords qui étaient conclus dans le contexte du GATT. GATT qui était une organisation, une organisation internationale dotée d'une personnalité juridique, mais qui n'avait pas, qui connaissait une certaine faiblesse institutionnelle, notamment du fait de la règle du consensus positif qui permettait donc de prendre les décisions, et que cette règle du consensus positif qui signifie en termes techniques que pour l'adoption d'une décision, toutes les parties contractantes, comme on les appelait à l'époque, toutes les parties contractantes devaient donner leur accord. Et donc, ça rendait quelque peu difficile la contestation de ce régime-là, de Yaoundé, de Lomé, etc., par d'autres pays en développement. Et donc, les choses ont changé avec l'avènement de l'Organisation mondiale du commerce, une organisation qui est institutionnellement forte, dotée d'un système de règlement des différends et d'un système aussi de prise de décision. On est passé d'un consensus positif à un consensus négatif, c'est-à-dire cette fois-ci, pour contester les décisions qui sont prises, il fallait que tout le monde dise non. C'était assez compliqué, et c'est dans ce cadre-là que les pays d'Amérique du Sud qui se sentaient lésés par le régime mis en place par les accords de Yaoundé et de Lomé ont contesté ce régime-là, ce régime commercial entre l'Union européenne et les pays ACP devant l'organe de règlement des différends, et ce qui a poussé, qui a conduit l'Union européenne à accepter, à demander certaines dérogations qui ont pris terme, qui ont pris fin finalement en 2000 avec l'avènement de l'accord de Cotonou qui devait jeter les bases de nouvelles relations commerciales entre l'Union européenne et les pays ACP. Alors, en somme, quand vous nous faites cette approche historique fort intéressante, est-ce que vous pourriez revenir en tout cas sur le contexte, on va dire, des négociations entre l'Union africaine et les pays africains, aussi bien dans un cadre multilatéral et bilatéral. Et en fin de compte, in fine, la question sous-jacente, c'est de savoir, est-ce que ce sont des groupes de même force qui négocient ensemble? Est-ce que l'Afrique ne part pas déjà perdante dans ces négociations? Alors, bon, perdante, oui, peut-être ce serait trop dire, mais à mon avis, il faut situer les choses dans leur contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des contraintes juridiques au niveau multilatéral. Voilà, ce sont les règles multilatérales qui imposaient la disparition du régime qui a été mis en place. Il y a aussi que ce régime-là a été contesté dans le cadre de l'affaire Banane par l'Allemagne, au sein même de l'Union européenne. D'accord? Et finalement, il y a eu toujours dans ce contexte multilatéral-là, il y a eu une certaine forme de réalisme de l'Union européenne, parce que les États-Unis, qui sont des concurrents immédiats de l'Union européenne, les pays asiatiques, qui sont des concurrents aussi immédiats de l'Union européenne, se sont lancés dans la conclusion d'un certain nombre d'accords bilatéraux en marge du système multilatéral de l'OMC. Et donc, l'Union européenne avait, elle aussi, besoin de parts de marché. Donc, c'est ce qui explique le passage, ou bien le changement de trajectoire de la politique européenne, en passant du multilatéralisme assumé, il faut le dire, mais avec un bilatéralisme de plus en plus développé. Et donc finalement, actuellement, on parle d'accords de libre-échange de nouvelle génération, hein, qui sont conclus un peu partout à travers le monde. Peut-être on aura le temps, peut-être. Alors, à ces accords de libre-échange de nouvelle génération, d'autres aussi proposent une autre alternative en disant que l'Afrique se trompe de partenaire et qu'il faille nécessairement développer ce qu'on appelle le commerce intra-africain. Absolument, absolument. Comparativement, par exemple, à l'Union européenne, où le commerce intra-européen fait 63% des échanges, le commerce intra-africain est extrêmement faible. Ça, c'est le paradoxe. Si ça, c'est une responsabilité des pays ACP, si l'on peut dire. Ça, en fait, ce n'est pas une responsabilité des partenaires. Voilà. Donc, finalement... Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le développement d'un commerce intra-africain? Alors, je me dis, il y a un problème de volonté politique, évidemment. Il y a un problème de volonté politique et que peut-être ça devait être vraiment, ça devait être évident. Mais il y a une certaine forme de concurrence, il faut le dire, entre un certain nombre d'organisations régionales en Afrique ou bien dans le groupe ACP. Et ça doit disparaître finalement. Parce on évoque aussi la question des infrastructures, des tarifs douaniers par rapport aux groupes régions. Exactement, il y a un ensemble de choses. Par exemple, si vous prenez l'exemple du contexte de conclusion des accords de partenariat économique, on a vu que certains États
se sont désolidarisés comment dire, d'autres États appartenant à la même région. Par exemple, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a signé un accord de partenariat économique intérimaire, alors que la CEDEAO n'avait pas encore signé l'accord de partenariat économique régional. Donc ça, c'est une exception, une certaine entorse à la logique régionale. Hein, on a vu aussi. Et il n'y a pas de sanctions qui sont prévues par les textes de la CEDEAO? Bon, à ma connaissance, je n'en connais pas. Je ne pense pas qu'il y ait sanctions. C'est tout à fait légitime. La Côte d'Ivoire est dans son droit de faire ça. On a vu aussi que le Cameroun a fait la même chose en Afrique centrale. Et je pense que peut-être on devrait aller dans le sens d'une plus grande unité dans ce sens-là pour pouvoir faire face à l'Union européenne. Bon, j'ai lu tout récemment un texte là-dessus où les pays ACP, le groupe en tant que tel, demander à ce que, voilà, qu'il y ait plus d'unité pour faire face à l'Union européenne dans le cadre de ces négociations. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne ne changera pas sa stratégie de conclusion d'accords de partenariat économique. Peut-être, bon, ils prendront d'autres formes, mais en tout cas, l'Union européenne ne reviendra pas Bien sûr. Alors, soit l'alternative, c'est soit solidarité régionale ou prise en compte de l'intérêt particulier des pays, tel est en tout cas le tableau que nous dresse aussi, ou le paradoxe que nous dresse le docteur Ibra Faye. Alors Ibra, nous sommes dans notre émission Format du Web, c'était les questions directes. On va passer à la dernière phase de cette émission qu'on appelle face caméra. Donc Ibra, on vous donne peut-être l'opportunité de conclure et de parler au monde face caméra et de dire ce que vous avez à avancer à l'Afrique et au monde. Alors, disons peut-être par rapport à l'Afrique, je dirais tout simplement qu'il faudrait que la jeunesse africaine s'approprie les questions, davantage des questions internationales, qu'elle aille se former davantage sur ces questions-là et qu'elle comprenne peut-être davantage les enjeux qui entourent ces questions et ne pas forcément comment dire, se satisfaire de ce qui se dit peut-être dans certains médias où les analyses peut-être sont faites à sens unique. Je pense qu'il faudrait peut-être pondérer la façon de voir les choses, comment dire, être un peu plus équilibré dans la façon de voir les choses. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette jeunesse africaine gagnerait certainement à se former davantage, à s'intéresser aux questions internationales, à œuvrer dans le sens d'un vrai développement de l'Afrique, parce que l'Afrique ne va jamais se développer avec les autres et que je pense cette jeunesse devrait pouvoir, défendre les intérêts des Africains dans un futur plus ou moins proche. Mais pour ça, il faudrait une formation solide, il faudrait aussi une compréhension des enjeux et tout simplement une volonté de faire avancer l'Afrique. Pas seulement en faisant de la politique politicienne, en faisant d'autres choses, mais je pense que l'intérêt, c'est dans ça, la volonté, le patriotisme, la volonté de faire avancer les choses, parce que sinon, ce ne seront pas les autres qui vont le faire à notre place. Merci, docteur Ibra Faye. Ce ne sont pas les autres qui le feront à notre place. Chère jeunesse africaine et pas seulement, vous avez entendu l'appel d'Ibra Faye. La formation, rien que la formation pour faire l'Afrique avec les Africains, pour les Africains, mais dans un monde mondialisé et globalisé. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Merci, comme on le dit d'habitude, de nous avoir donné un peu de votre temps pour comprendre un peu des questions, des enjeux qui constituent, ou en tout cas qui tournent autour de l'Afrique. Merci, à très bientôt. Au revoir.